Merci beaucoup pour cette invitation et bonjour à tous. Alors, c'est vrai que la question des stéréotypes qui sont ces représentations durcies, si on prend l'étymologie du terme stéréo, qui était rappelé par Anne Lemans, ces représentations durcies ont de nombreuses conséquences en matière de comportement à caractère raciste, que ce soit les discriminations dans toute une série de secteurs, l'emploi, le logement, les loisirs, etc., que ce soit, on le voit également dans les rapports à la police et peut-être plus généralement aux institutions, ou que ce soit dans la vision politique ou médiatique qui va être renvoyée aux groupes sur lesquels des stéréotypes vont être projetés. Et la force de ce durcissement des représentations peut être assez spectaculaire. Je citerai une étude sur la question des discriminations raciales dans l'accès au logement qui avait été faite par Yannick Lorty, qui est économiste, avec qui est au CNRS et qui, en 2017, avait publié les résultats d'une enquête sur les discriminations raciales au logement en Île-de-France, alors qu'il y a un marché immobilier intéressant, puisque un marché en tension et où donc la question des faits, des stéréotypes et des mécanismes de discrimination se voit évidemment d'autant plus, puisqu'il y a des phénomènes de file d'attente qui vont rendre beaucoup plus opérants ces phénomènes de sélection à partir des visions que l'on peut avoir des individus. Et ce que montrait l'étude de Lorty, c'était que, alors j'allais dire évidemment, les personnes d'origine maghrébine avaient des taux de réponse bien inférieurs aux personnes considérées comme étant françaises de lointaine ascendance, mais que là où les personnes vues comme étant françaises de lointaine ascendance avaient des taux de réponse qui se différenciaient selon leur statut dans l'emploi, ce qu'ils sont en CDD, en CDI ou fonctionnaires, pour les personnes d'origine maghrébine, il y avait un taux de réponse très faible, quel que soit le signal socio-économique envoyé à travers le statut dans l'emploi, comme si finalement ce signal-là ne comptait plus et que la seule chose qui comptait, c'était l'origine réelle ou supposée de la personne. Alors, cette force des stéréotypes, nous essayons évidemment de l'interroger et surtout de lutter contre, puisque Pascal m'avait demandé d'intervenir sur lutter contre les stéréotypes. Et je pense que tout d'abord, la lutte contre les stéréotypes, ça passe par de la culture, parce que la lutte contre les stéréotypes, elle passe par une capacité réflexive, et c'est quand même dur de réfléchir quand il n'y a pas d'épaisseur culturelle. Et de ce point de vue-là, il me semble que ce que l'on peut percevoir comme un des grands manques, souvent dans le débat public, c'est non seulement la question de l'histoire, et on voit dans les phénomènes médiatiques que les questions historiques liées à des histoires qui vont être productrices de préjugés ne sont pas encore tout à fait des éléments qui sont suffisamment présents, même si et Pascal en a été un des acteurs récemment, les documentaires sur les phases de la colonisation, de la décolonisation, sont des éléments qui vont être davantage présents aujourd'hui. Mais ce qui manque souvent, c'est la façon dont cette question de l'histoire est vue comme continuant à produire des effets aujourd'hui et comme nous ayant légué aussi des systèmes de représentation qu'il faut interroger. Parce que lorsque l'on parle de cette histoire, elle n'est pas simplement quelque chose qui va être révolu, mais bien quelque chose qui va être en partie, en tout cas explicatif du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui plongés. Le deuxième élément sur les processus qui nous semble intéressant et que nous pouvons nous-mêmes avoir à utiliser
pour lutter contre les stéréotypes, notamment raciaux, si on peut dire, ou ethniques, c'est la question de la rencontre. Parce que les stéréotypes, finalement, ont peu de chances d'être remis en cause si les fantasmes que l'on projette sur des groupes ne sont jamais remis en cause par la rencontre avec les personnes du groupe en question. Quand bien même, ça n'est pas suffisant nécessairement de rencontrer des personnes appartenant au groupe, puisqu'il y a aussi une capacité à isoler celui qui ne correspond pas aux stéréotypes dans une sous-catégorie à part, sans que cela remette en cause, pour ne pas remettre en cause d'ailleurs le stéréotype central. Et donc cette question de la rencontre, elle me semble importante. Et quand je parle de rencontre, évidemment, je parle d'une vraie rencontre ou de vraies rencontres, c'est-à-dire pas de rencontres qui parfois sont aussi organisées pour justifier le stéréotype ou organisées de telle sorte que le stéréotype ne puisse pas être discuté, ne puisse pas être mis au débat, mis au travail entre les individus. Et de ce point de vue-là, alors nous organisons certains, comment dire, certaines activités où nous avons certains programmes qui visent précisément ou qui rentreraient dans cette catégorie de la rencontre. Nous avons par exemple un projet qui s'appelle Regard croisé entre jeunes Français et jeunes Algériens, qui vise là pour le coup à faire de la rencontre entre des jeunes Français et des jeunes Algériens, mais également de faire en sorte que parmi les jeunes Français, il y ait des personnes qui aient des relations différentes au passé algérien de la France et puissent en discuter, parce qu'on voit bien que cette histoire-là, et de la guerre d'Algérie et de la colonisation de l'Algérie par la France, est une histoire qui a légué des représentations assez fortes, notamment autour de l'homme arabe, par exemple, et de sa violence, et que lutter contre ces stéréotypes, c'est aussi mettre en discussion, en mettant en relation des personnes chez lesquelles pourraient circuler ces stéréotypes. Alors, comme vous imaginez, ça n'est pas évident, puisque dès qu'on touche aux questions algériennes, il y a des complications immédiates qui se dressent. Mais nous avons aussi, dans la relation entre la France et l'Algérie, une proposition issue de ce projet qui serait la mise sur pied, la création d'un office franco-algérien pour la jeunesse ou d'un office algéro-français pour la jeunesse. Je le dis dans les deux sens, puisqu'il y a aussi parfois le stéréotype que les Français restent d'indécrottables colonialistes. Et quand nous avions parlé d'office franco-algérien pour la jeunesse, nous avions été immédiatement repris par les personnes du côté algérien, demandant s'il n'y avait pas là une trace de colonialisme dans le fait de commencer par français en parlant de franco-algérien. Donc nous le disons dans les deux sens. Nous avons aussi un autre projet qui s'appelle Salam Shalom Salut, qui peut-être joue d'ailleurs un peu dans le titre sur des stéréotypes, mais qui vise aussi à faire en sorte qu'il y ait de la rencontre et qu'il y ait peut-être même une mise en scène de la rencontre entre, au point de départ, des jeunes considérés ou vus comme arabes et des jeunes juifs, dans un monde où il y a justement des stéréotypes qui vont être utilisés pour construire une forme d'opposition irréductible entre deux groupes qui seraient censés nécessairement s'opposer et être amenés à se confronter au sein de la société française et ailleurs. Et nous avons également des interrogations sur la question scolaire, puisque ce que l'on peut constater également, c'est que sur la base de stéréotypes, il y a des logiques d'évitement scolaire, où on voit qu'il y a des groupes qui vont avoir tendance à éviter la rencontre avec certains autres groupes à travers une différenciation ou à travers une concentration de population dans tel ou tel
école, dans tel ou tel lieu d'enseignement, parfois même en évitant l'école publique, pour justement éviter ces rencontres, ce qui peut avoir des effets évidemment dommageables du fait de la non-rencontre que cela entraîne. Et de ce point de vue-là, il y a chez nous des interrogations sur le fait qu'il y ait assez peu de mécanismes qui soient mis en place pour faire en sorte de compenser ces logiques d'évitement par d'autres scènes de rencontres entre notamment des jeunes, pour le coup, puisque ici, on est en matière scolaire dans ce que j'évoque. Et je m'interroge beaucoup, par exemple, je m'étais interrogé, par exemple, sur le fait qu'on constate dans toute une série de villes qu'il y a beaucoup de scolarisation dans des écoles juives, d'enfants juifs, avec des phénomènes liés notamment renforcés avec la seconde intifada, les conséquences en France et les phénomènes de peur. Bon, on peut dire, c'est un fait, c'est ainsi. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait pour que, malgré cela, il y ait de la rencontre et qu'on ne soit pas dans des vues parfois fantasmées sur la base d'ignorance entre les individus. Et je suis toujours assez surpris de voir comment, notamment au niveau des collectivités locales, il y a assez peu de réflexions ou de mécanismes qui sont pensés lorsqu'on est confronté à ces phénomènes-là, qui peuvent aussi être des phénomènes fondés sur d'autres logiques, des logiques sociales, qui vont créer ces phénomènes de séparation ou d'évitement. Et enfin, pour terminer sur les processus que nous mettons en œuvre, nous avons aussi des modes d'intervention pédagogiques, spécifiques d'ailleurs sur la question des stéréotypes et des préjugés, à travers un programme qui s'appelle Coexiste, hein, à ne pas confondre avec Coexister, qui est une association différente, mais avec Coexiste, qui est un programme d'intervention que nous menons avec l'Union des étudiants juifs de France et la FAGE, le syndicat étudiant, depuis maintenant de nombreuses années, et qui est une pédagogie, on va dire, réflexive, qui vise à faire prendre conscience des stéréotypes en faisant prendre conscience comment dire, du fait que l'on est tous traversés par des stéréotypes, par des préjugés, et qu'à partir de là, nous faisons le pari que le fait qu'il y ait une prise de conscience, que l'on est traversé par ce type de phénomène, par ce type de mécanisme, va rendre la personne plus en situation de les interroger, parce qu'on ne s'interroge pas sur des stéréotypes si on, ne pense, pas, si on pense qu'on n'en a pas, hein, puisque très souvent, et on le voit d'ailleurs chez les militants antiracistes ou chez les gens qui viennent pour s'engager dans la lutte contre le racisme, souvent le premier réflexe, c'est de dire moi, je n'ai pas de stéréotypes, moi, je n'ai pas de préjugés, et je suis vierge de tout cela. Alors que, évidemment, on le sait bien, le stéréotype est un mécanisme qui nous traverse tous, puisqu'on pourrait même dire que, de toute façon, pour les raisons cognitives qui étaient évoquées précédemment, il est impossible de ne pas fonctionner à partir de stéréotypes. Et on pourrait dire que ce qui est grave, ce n'est pas tant d'avoir des stéréotypes. Ce qui est grave, c'est de ne pas être en mesure de les repérer, de les interroger et de les tenir à distance, notamment lorsque ces stéréotypes vont se concentrer sur des populations et non pas sur des schémas d'apprentissage et de décryptage du monde. Parce que lorsque ça se concentre sur des groupes, alors ça peut être d'ailleurs un élément de décryptage du monde, puisqu'après tout, le stéréotype peut être une façon de rencontrer l'autre de façon, comment dire, de façon simplifiée. C'est une première appréhension de l'autre, mais la problématique, c'est lorsque, évidemment, on va en rester au stéréotype et ce stéréotype va devenir une vérité durcie et indépassable. Et enfin, pour conclure, dernière interrogation, c'est Pape disait en introduction que l'UNESCO avait une vision sur la question de l'éducation dans les années 50 et qu'on pensait que l'éducation allait permettre de combattre les ténèbres des stéréotypes raciaux et nationaux. Ceci étant, on pourrait faire remarquer que
c'est pas parce que l'UNESCO le dit que c'est nécessairement réellement partagé par des responsables politiques, par des responsables, j'allais dire, dans des étatiques, pour lesquels les stéréotypes sont aussi une ressource politique. Parce qu'on voit bien qu'il y a le fait qu'il y a même des partis qui se construisent sur des stéréotypes et sur l'existence de ces stéréotypes, et par ailleurs, des personnes qui ne sont jamais, quand bien même elles n'auraient pas confiance qu'il y a là l'agitation de stéréotypes, qui ne sont jamais en réflexivité sur leurs stéréotypes. Et je conclurai sur le fait que le politique peut venir valider le stéréotype. Et il y a quelques heures, je ne sais pas si vous avez vu dans, comment dire, ça a fait l'objet d'une séquence humoristique, mais qui n'est pas très drôle au demeurant, la façon dont une sénatrice, Jackie Desromédy, qui est sénatrice LR de l'étranger, donc depuis 1989 à Singapour, a fait voter un amendement sur la suppression des allocations familiales, un énième amendement sur le sujet, pour les parents défaillants, pour cause d'absentéisme scolaire des enfants. Et lorsqu'elle est interrogée sur la raison pour laquelle elle a fait voter cet amendement, on est sur des stéréotypes sur les jeunes issus de l'immigration et sur leur famille. C'est effectivement la pastille de Guillaume Meurice sur France Inter qui a révélé la pensée d'une sénatrice et qui le dit non pas nécessairement d'ailleurs en agitant quelque chose à des fins de ressources politiques, mais parce qu'elle le pense vraiment et que malgré le fait que depuis maintenant plus de 20 ans, enfin 30 ans d'ailleurs, pardon, elle est à Singapour, ça ne la gêne pas d'avoir un avis très fin sur les familles issues de l'immigration en France dans les quartiers populaires. Là, on est vraiment sur la force du stéréotype et peut-être que l'UNESCO devrait s'intéresser, au-delà des enfants, à la façon dont, chez les responsables politiques, il y a des phénomènes de résistance peut-être plus forts que chez les jeunes qui ont quand même une certaine plasticité sur le sujet.